Zap Crypto. Tous les jours, toute l'actu crypto au même endroit. Et pour me soutenir, abonne-toi et active la cloche pour ne pas manquer le prochain Zap Crypto. Bonsoir la cryptosphère. Alors, comment vous allez? Mieux que le Fear and Greed Index, j'espère, parce que nous, on n'arrive pas à sortir de la zone de peur pour le moment, toujours à 30, et quand on va du côté du marché US, on n'est pas loin de sabrer le champagne, on reprend encore quelques points, maintenant à 61, toujours dans la zone de greed. On verra si cet enthousiasme perdure dans les semaines à venir. Avant de vous laisser au reste de votre zap favori, je vous rappelle que vous pouvez gagner un NFT en laissant un petit commentaire sous les Zap Crypto. Et en bonus, ces petits commentaires me permettent de retrouver le sourire après des montages, parfois un petit peu en kikinant. Allez, installez-vous confortablement, le zap va commencer. Je vous souhaite à tous une excellente soirée ainsi qu'un excellent week-end. On se retrouve demain pour le dernier zap de la semaine. C'était Zap Crypto. Globalement, ce à quoi je m'attends, c'est que pendant les 2-3 prochains mois, on va être plutôt tranquille et on a peut-être touché le fond. C'est-à-dire que les crypto-monnaies pourraient remonter. Et le bon piège que je m'attends à voir, ce serait peut-être même de nouveau le retour d'une tendance haussière pendant laquelle on va avoir des crypto-monnaies qui vont pouvoir aller taper peut-être un 30 000, 35 000 pour le Bitcoin et qui va venir faire croire aux gens qu'on est de retour dans le bull market, que c'est reparti, on va aller taper les 100 000, let's go à fond, avant de venir achever un dernier coup final, une dernière belle grosse capitulation, avant de venir attaquer un nouveau cycle, là où on serait vraiment tranquille, et cette fois-ci pour de vrai. Je m'attends donc à ce scénario dans ces 2-3 prochains mois. Je pense vraiment que les crypto-monnaies vont remonter, notamment avec ce qui s'est dit au niveau de la Fed, là on commence à avoir un petit peu en aperçu et surtout la lumière au bout du tunnel. Ils l'ont pas encore annoncé officiellement, mais il y a des porte-paroles qui ont commencé à dire que effectivement, ce serait pas cool de venir faire exploser des trucs et qui commençaient à considérer des hausses plus faibles pour le futur. Ce qui est plutôt bon au niveau du marché des crypto-monnaies, on va pas se mentir. Donc je m'attends à avoir environ 2 mois qui vont être vraiment sympathiques au niveau des crypto-monnaies. Et après par contre, je pense qu'on va vraiment rentrer dans une récession. Et qu'il faudra peut-être attendre 2024-2025 avant d'avoir des résultats plutôt sympathiques au niveau de tout ce qui est crypto-monnaie. Et passons tout de suite aux bonnes nouvelles sur les crypto-monnaies. Ça nous vient de Fidelity. Donc Fidelity Investment, pour ceux qui connaissent pas, c'est le gestionnaire d'actifs qui gère plus de 4500 milliards de dollars. C'est énorme, c'est beaucoup plus que toute la capitalisation de toutes les cryptos. Ils ont une branche spécialisée sur les actifs numériques, sur du coup principalement en fait les crypto-monnaies, et ils viennent de publier une étude, et c'est vraiment une étude sérieuse. On a le détail de l'étude. Ils ont interrogé 1052 investisseurs institutionnels aux États-Unis, 400 aux États-Unis, 359 en Europe, 283 en Asie. Ça a été fait sur l'année 2022, de janvier à juin 2022. Donc on va dire quand ça avait commencé à baisser quand même en juin. Et l'étude est super intéressante. Il y a plein de statistiques vraiment qui donnent confiance dans les crypto-monnaies, et notamment la première qui dit en fait que près de 60% des investisseurs institutionnels au cours de la première moitié de l'année 2022 en fait étaient déjà investis au niveau des crypto-monnaies. Ils avaient déjà acheté des crypto-monnaies, et surtout les 3/4, 75% comptent investir encore dans les crypto-monnaies pour le futur. Donc ça, c'est une très très bonne statistique, et vraiment ça donne confiance en l'avenir des cryptos. De plus de la moitié ont un avis positif, en fait une perception positive des crypto-monnaies et des actifs numériques. Donc ça aussi c'est très très bien pour les cryptos. Et surtout, ça évolue dans le bon sens. En fait, par rapport à l'étude d'avant, il y a eu une hausse de 11 points des investisseurs institutionnels en Europe qui possédaient des crypto-monnaies. Aux États-Unis, il y a eu une hausse de 9 points. Donc, il y a vraiment une hausse par rapport à 2021, 2021 et 2022. Donc, les institutionnels continuent d'augmenter et de plus en plus soutiennent les crypto-monnaies. On a aussi d'autres statistiques intéressantes autour des crypto-monnaies qui sont le plus possédées par les investisseurs. On retrouve sans surprise le Bitcoin et l'Ether, qui sont parmi les investissements les plus populaires pour acheter, dans lesquels les investisseurs institutionnels achètent directement. Ils passent aussi par des ETF ou d'autres choses, mais il y en a pas mal qui achètent du coup directement du Bitcoin et de l'Ether. Donc vraiment, je trouve tout ça, ça fait plaisir en ce moment, en ce bear market, de voir des signaux verts comme cela. Les investisseurs institutionnels, moi je suis toujours été persuadé que c'est par là qu'arrivera aussi une adoption massive des crypto-monnaies, parce que c'est eux qui ont beaucoup d'argent. Et une fois que le grand public va voir que tous les institutionnels et qu'une bonne partie, je sais pas, de leur retraite pour les Américains sont déjà investis en crypto-monnaies, etc., c'est des choses qui pourraient vraiment
participer à une meilleure image des crypto-monnaies, que ça ne soit plus perçu juste comme des actifs spéculatifs, que ça soit perçu comme des actifs sérieux au même titre que les actions ou les autres choses qui peuvent être dans des plans d'épargne un peu plus sérieux, on va dire, ou plutôt plus traditionnels. Après, c'est une information hyper intéressante. Beaucoup nous vendent la fin du monde. Beaucoup nous disent oui, mais il y a la guerre en Ukraine. Il se passe des trucs entre Chine et Taïwan. L'économie va pas bien. C'est l'inflation, c'est la crise. Et ben, regardez, ça, c'est les people, c'est les retail qui pensent comme ça. Les gros fonds, ce qu'il faut comprendre, c'est que les entrées sur les actions sont au plus haut depuis 7 mois. C'est une statistique de Bank of America. Les fonds spécialisés dans les actions ont enregistré au cours de la semaine à mercredi les plus importantes entrées hebdomadaires depuis 7 mois. Donc ça, c'est très important d'avoir ça en tête. C'est une statistique qui est tombée à 13h. Et c'est une statistique que je suis beaucoup, c'est que mine de rien, les produits sans risque s'effondrent plus tôt, on le voit, et les banques ont investi largement, là sur la dernière semaine, ils n'arrêtent pas d'investir en bourse, ils investissent vraiment comme des porcs dans la bourse, et c'est hyper intéressant, c'est que malgré le contexte foireux, malgré l'ambiance vraiment pas très très sympathique ces derniers temps, ne l'oubliez pas, les connaisseurs, les vrais investisseurs, eux ils investissent parce qu'ils savent très bien que c'est dans ces moments-là qu'il faut investir. Par la suite, guys, je suis tombé sur un autre tweet. Cette semaine, Twitter, j'ai trouvé beaucoup d'inspiration là-dessus. Magic qui nous dit « Proof of work, celui qui travaille le plus est récompensé. Proof of stake, celui qui a le plus d'argent est récompensé. » Et là, il y en a un autre qui a répondu « Proof of work, peu importe d'où tu viens, tu peux commencer à miner avec 100$ à partir du moment où tu es débrouillard. Et Proof of stake, avec 10$, tu gagneras des miettes. Et où te fera ROG si tu cherches un peu plus de rendement. » Donc, il y a vraiment comme un double discours de est-ce que le Proof of Work, c'est mieux que le Proof of Stake? C'est sûr que si tu veux miner du Bitcoin aujourd'hui, c'est quand même compliqué. Ça prend beaucoup de machinage, ça prend beaucoup d'installation. Si tu n'as pas beaucoup de... Justement, là, j'en discutais avec quelqu'un, même un investissement de 50 000 ne me semble pas, à mon avis, là, personnel, me semble pas assez pour être profitable pour faire du Bitcoin. Je pencherais plus vers l'investissement que plutôt de me lancer dans le minage avec un 50 000 $ ou 50 000 €. C'est mon opinion. Oui, je pense qu'il peut y avoir des bonnes opportunités, mais en général, c'est vrai que le proof of work, c'est celui qui travaille le plus qui est récompensé, tandis que un 50 000 $ qui est placé dans le stake, ben, va peut-être être plus profitable. Mais là, en même temps, je pense que c'est deux façons de penser qui se frappent l'une à l'autre. Je pense qu'il n'y en a pas une ou l'autre qui est mieux que l'autre. Ce que je peux dire, c'est que le Proof of Work, d'après moi, est beaucoup plus décentralisé que le Proof of Stake. Puis on en a la preuve, justement, avec Ethereum et tout ce qui se passe présentement. Les adresses qui sont bannies ou qui sont les transactions qui ne sont pas acceptées. Heureusement, ce n'est pas la majorité des nœuds validateurs qui ont bloqué ces adresses-là. Ben, en fait, c'est 51% là, aux dernières nouvelles. Donc, les transactions pourront se faire accepter éventuellement. Ça va juste être plus long. Mais l'idée, c'est que un ou l'autre n'est pas mieux, d'après moi, je pense, pour faire de l'argent. Le Proof of Stake peut être peut-être mieux pour les gens qui ont moins de sous, je dirais, que le Proof of Work qui est plus compliqué, plus technique. Mais en même temps, je pense qu'il est plus compétitif, le Proof of Work, parce que, justement, tout dépendant de tes circonstances dans ton pays, si l'électricité coûte moins cher, si le machinage, tu as réussi à le trouver moins cher. Tandis que le stake, ben, c'est le stake. C'est, mettons, tant de pourcentage, tu fais partie d'un pool, puis le pool, c'est tant avec tant. Fait que vraiment, c'est vraiment à toi de voir vraiment lequel t'attire le plus, mais je pense qu'il ne peut pas avoir d'avis final là-dessus. C'est vraiment une opinion personnelle d'après moi. Mais c'est bon, les gars, ils mettent ce genre de discours-là pour partir le débat. Et ça marche. Ça marche, honnêtement. Fait que j'ai trouvé quand même ce tweet intéressant. Autre information majeure qui concerne le monde du Web3 de manière générale, on a Google qui va du coup désormais proposer un blockchain node engine. Donc en fait, il va proposer en fait d'héberger des nœuds Ethereum sur le cloud. Donc c'est une information vraiment majeure. Je n'ai pas tous les tenants et aboutissants. Je vous mettrai le lien en description bien sûr comme d'habitude parce que ça me dépasse. Je suis pas trop dans les nœuds tout ça, mais forcément c'est un truc qui est Google, c'est Google quoi. Google. Et en vrai, pour parler franchement, ça devrait pas trop plaire aux puristes de la blockchain, puisque en effet, c'est un pas contre la décentralisation. Je pense que la stratégie à adopter pour Madame Michu, c'est de l'accompagnement, de la pédagogie. Ah mais ça existe pas. C'est simple, ça. 24 mots.
Ouais, mais tu vois ce que je veux dire, est-ce que tu y crois? Dans l'idée, moi, c'est pas. Mais tu sais, dans l'idée, moi, en 2002, et en 2004, je crois que c'est 2004, j'ai fait un mémoire, j'ai passé une année sur les logiciels libres en tant que troisième voie des systèmes d'information. Donc, je veux dire, tu vois, le Bazar et la cathédrale, Stallman, Linus Torvalds, et je me disais, mais c'est juste pas possible qu'une boîte comme Microsoft survive à Linux. Parce que forcément, les gendarmeries, les administrations, les profs, on va tous y passer. Et puis même chez soi, on va tous y passer parce qu'on veut pas se faire espionner, parce que on veut pouvoir, tu vois, la transparence du code, la gratuité de l'information, etc. Mais ça, sur le papier, c'était super, mais en vrai, ça n'a pas du tout marché. Les logiciels libres sont maintenant dans le domaine des infrastructures, quelque part. C'est-à-dire que les gens ne savent pas ce que c'est. Complètement. Et les GAFAM, ils ont récupéré le Grisby. Les gens, je dis souvent, mon grand-père s'est battu pour la liberté, la vie privée. Et puis nous, on l'a donné à Facebook, quoi, tu vois. Ouais. Tiens, c'est encombrant, je sais pas quoi en foutre. Vas-y, prends mes photos, analyse-moi. Ouais. Non, mais je suis persuadé qu'il y a des services centralisés, soit ça existe, ça existera toujours, c'est facile à faire. Mais l'élégance des beaux projets, c'est vraiment d'être décentralisé un maximum. Ou Ledger, c'est un super projet. Ça permet de rendre simple l'usage de quelque chose qui est complexe et tout en restant sécurisé à mort. Donc, je vois bien un avenir à 10 ans, 15 ans, 20 ans, une forme de pédagogie qui naît où en fait chacun a l'habitude d'utiliser son petit îlot sur son iPhone 14. Tu sais, ils ont des processeurs où tu peux lancer des applications protégées, cryptographiquement protégées. Et puis à un moment, on va se retrouver avec une Ledger dans un téléphone d'une façon ou d'une autre, ça va arriver. Ça me pose pas trop de problème. Je pense que les développeurs et les projets s'axent vers plus de sécurité, plus de décentralisation et tu crois que les gens, donc, ils vont acheter des téléphones avec des clés de sécurité intégrées, en gros, tu vois, des Ledger intégrés, et plutôt que de faire du walletless chez Google, quoi, en gros, tu vois, en disant j'ai un login mot de passe, je mets mes cryptos, c'est eux qui gèrent, hop. Parce que là, avec Ledger, t'es tout seul. Avec Ledger, t'es tout seul face à ta responsabilité. John Pierpont Morgan et la valeur de l'or, ça pourra faire un excellent titre pour un western ou pour un bon thriller. Ce serait l'histoire d'un groupe d'hommes très riches et très puissants qui se rassembleraient pour s'approprier non pas un chargement d'or transporté par diligence ou par le chemin de fer, mais tout le marché de l'or, en entier, et avec lui, celui de tous les autres métaux précieux. Ils pourraient alors l'organiser comme ils l'entendraient, tranquillement depuis leur bureau, au cœur d'une grande ville moderne comme New York ou Londres. Ce serait bien moins salissant que de courir à cheval après un train ou de jouer des colts. En dépit de toutes les lois, ces dictateurs en col blanc seraient si puissants qu'ils décideraient des prix de l'or, de l'argent ou du palladium. Et bien sûr, ils gagneraient beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. Dans ce film, il y aurait des répliques cultes comme « Celui qui détient l'or, c'est celui qui dicte les règles ». Et il y aurait aussi des héros qui se lèveraient pour essayer d'arrêter nos malfaiteurs en costume 3 pièces. Mais le pourrait-il seulement ? Le suspense serait insoutenable. À coup sûr, ce serait un carton au box-office. Alors, bonne nouvelle, comme la chaîne commence à prendre un peu d'audience et de moyens, on a décidé de faire ce film. On vient juste de boucler le script et pour le casting, nous avons pensé à quelques têtes célèbres comme Michael Novak, Christopher Jordan, Greg Smith ou encore Jeffrey Ruffo pour incarner la bande de banksters. Vous ne les connaissez pas ? Ils sortent tous de la même école d'art dramatique, la plus grosse banque américaine et la première banque mondiale, JP Morgan Chase, et ils seront parfaits car ils n'auront qu'à jouer leur propre rôle. Voici le pitch. Pendant des années, un groupe de puissants malfaiteurs a fait main basse sur tout l'or du monde et a manipulé les prix pour servir des intérêts divers. Mais leurs manigances ont été repérées par les autorités et ils doivent aujourd'hui répondre de leurs actes devant un tribunal fédéral. Dans ce film, vous découvrirez comment la très respectable banque américaine JP Morgan Chase est parvenue à réaliser la prouesse de prendre le contrôle de l'or mondial sans même tirer un coup de feu. Vous découvrirez aussi quels sont ces héros qui s'opposent à ce monstre de la finance et comment ils comptent s'y prendre pour le remettre en place. Et je ne vous raconte pas la fin. Même si le texte MiCA, entre guillemets, ne cadre pas les NFT et la finance décentralisée, eh bien vous allez voir que c'est pas si simple que ça et c'est même pas tout à fait clair. Ce qu'il faut comprendre, c'est que même s'il y a la proposition MiCA, c'est ensuite les textes de second niveau qui vont définir avec un peu plus de précision la façon dont on va appliquer ces règles et dont elles devront être respectées. Le truc qui est un peu inquiétant, c'est que c'est pas encore totalement interprété. Quand on lit MiCA, c'est pas clair. Et ce sont donc ces textes de second niveau qui vont être définis par l'ESMA, qui est un équivalent de l'AMF au niveau de l'Union européenne,
Européenne qui va définir si finalement on peut faire de la DeFi ou si on peut utiliser des NFT. Je vous donne 2 exemples. Le premier, c'est les NFT. Normalement, c'est très clair, c'est écrit noir sur blanc, ils sont exclus de cette régulation. Malgré tout, l'ESMA demande justement à ce qu'on clarifie la définition de certains NFT, car certains peuvent être de simples représentations d'art numérique et d'autres peuvent être des titres financiers, comme par exemple des NFT qui vous permettraient de prouver que vous êtes le propriétaire d'1% d'un bâtiment. Et à ce moment-là, ils pourraient être requalifiés. De la même façon, quand on lit l'intégralité du texte MiCA, le récital 6C précise qu'une collection d'NFT où il y a quelques centaines voire quelques milliers de pièces peut être considérée comme totalement non fungible, NFT, non-fungible token. Par contre, ce récital précise que s'il y a trop de pièces dans une collection et que la collection est dite suffisamment large, pour reprendre les mots du texte, eh bien ça peut être un indicateur de fongibilité. Et donc requalifier totalement le NFT en disant que ce n'en est pas un. Enfin, ne me demandez pas d'expliquer, ça me dépasse. Mais il y a bien pire que ça. Dans le texte, il est écrit précisément au récital 63 que le lending et le borrowing, c'est-à-dire le prêt et les emprunts dans la finance décentralisée, ne sont pas dans le champ d'application de la régulation MiCA. Mais 2 autres articles de cette même régulation, c'est-à-dire respectivement l'article 36 et 46, disent que si on fournit des services sur cryptoactifs stablecoins, eh bien les CASP, les entités régulées, ne peuvent pas fournir des intérêts sur ces stablecoins. Le lending n'a donc pas à être régulé par MiCA, mais MiCA interdit de pratiquer le lending et le borrowing, ce qui est complètement fou. Alors il y avait eu un accord politique, le 30 juin, qui disait que le but n'était pas d'empêcher justement des rétrocessions d'intérêts sur ce genre d'activité, et plus globalement, quand on interprète légalement ce que l'Union européenne semble vouloir faire, ce qu'il voudrait, ce serait interdire l'incitation aux gens de changer n'importe quelle monnaie en stablecoin pour obtenir des intérêts. Mais quand on connaît la finance décentralisée, on sait qu'il n'y a pas que le lending et le borrowing, il y a également l'apport de liquidité dans certains protocoles qui est nécessaire et même vital à la stabilisation de la finance décentralisée. Et ça ne semblerait pas être dans le champ de ce qu'ils veulent interdire. Encore une fois, même si MiCA pose une base, elle va être interprétée dans un texte de second niveau et ce sera donc les textes de l'ESMA, le régulateur européen, qu'il faudra suivre de très près. Quand c'est fini, il y en a encore. Et encore, là on sera sur l'interprétation et l'application du premier texte MiCA 1. Les discussions sur MiCA 2, le texte qui va venir complémenter la régulation MiCA 1, sont déjà en cours. Sans transition, alors que hier je vous parlais de plusieurs raisons qui auraient été responsables du pump qui a eu lieu sur les cryptos depuis lundi, aujourd'hui on a une théorie très intéressante relayée par Money Radar dont je voulais vous parler. En effet, sur son compte Twitter, on a Money Radar qui nous a partagé un thread sur une théorie qui avance que le rebond sur les cryptos pourrait potentiellement provenir de riches citoyens chinois. En gros, sur ce thread, il nous explique que la reconduction de Xi Jinping pour un 3e mandat aurait déclenché une exode de capitaux hors du yen, car la politique actuelle du dirigeant se serait engagée sur une dépréciation contrôlée de la valeur du yen pour éviter son effondrement, mais le truc c'est que dernièrement, le yen a rapidement chuté de 15%. Et alors que les marchés chinois font actuellement face à de fortes turbulences avec des actions qui chutent aussi fortement qu'en 2008, et que Xi Jinping serait sur le point de mettre en place des impôts sur la fortune appelés prospérité commune, les riches chinois seraient en train de chercher des solutions pour sécuriser leurs fonds, et dans ce thread, il rapporte un proverbe chinois qui dit « Garder une barque dans le port avec des lingots d'or et des papiers d'identité ». Et comme il y a des chances que le gouvernement se mette à geler les fonds ou saisir l'or de ses citoyens s'il venait à y avoir une fuite massive des capitaux, les lingots d'or dans ce proverbe pourraient bien être des bitcoins qui feraient office de protection des fonds face à un gouvernement un peu trop autoritaire. Bref, la conclusion est que la récente hausse observée pourrait être en partie alimentée par des citoyens chinois qui commenceraient à mettre de côté quelques bitcoins au cas où la situation financière tournait au vinaigre en Chine, et comme l'avance Money Radar, le bull run de 2017 aurait été entraîné en partie par la fuite de capitaux en provenance de Chine en 2015. Donc la question est maintenant de savoir si une fuite des capitaux hors de l'économie chinoise pourrait entraîner un nouveau bull run pour Bitcoin, qui a la particularité d'être impossible à saisir si on possède sa propre clé privée, au contraire des monnaies fiat ou de l'or. Donc, le mois de novembre risque d'être rock'n'roll après ce mois d'octobre tout vert, de façon assez inhabituelle, il faut bien le dire. Vous voyez que l'économie augmente de 2,6% au troisième trimestre, mais les inquiétudes de récession ne sont pas néanmoins parties. J'arrive une petite seconde. Donc voilà, je vous disais que du coup sur MarketWatch, on est un peu moins optimiste sur cet indicateur. Globalement, vous le voyez, la principale source de rebond au trimestre numéro 3 était une balance commerciale meilleure. C'est ce que je vous expliquais tout à l'heure par rapport aux importations-exportations. Et dans les grandes lignes, si vous voulez, ce rebond dans le PIB
est déjà mis dans l'ombre par plusieurs signes que l'économie est en train de se ralentir, notamment bien évidemment la hausse des taux actuels. Et bien évidemment également les estimations, beaucoup d'estimations qui nous disent ici que potentiellement le 4e trimestre pourrait être également négatif. Donc un déclin dans le 4e trimestre et une récession en début d'année prochaine. L'augmentation du consumer spending, donc les dépenses de consommation, a ralenti à un rythme de 1,4% contre 2% au premier quarter. Donc ce que je vous expliquais, c'est qu'on a plus ou moins un PIB qui est quand même relativement dopé par les exportations pétrolières une fois de plus. Dans le reste des nouvelles du jour, eh bien, on doit parler inévitablement de monsieur Elon Musk, puisque Twitter, la vente de Twitter a été finalisée et dorénavant, le patron de Tesla est également le patron de Twitter. Donc hier, on l'a vu rentrer chez Twitter avec un lavabo dans les mains, et puis dorénavant, il a commencé à prendre le pouvoir dans la boîte, il a rencontré les employés de manière informelle à la cafétéria, et puis il a déjà viré le top management, puisque le CEO s'est fait dégager avec perte et fracas hier soir. Forcément, il était un petit peu le chercher quand même au niveau de la justice, donc j'imagine que les relations entre eux deux, ça doit être quand même moyen. Enfin, résultat, voilà, restructuration est en cours. Alors, monsieur Musk a déjà dit que finalement, la libre, on va dire la tribune, pour pouvoir parler comme on veut sur Twitter, il faut quand même pas rêver, parce qu'il y a quand même un contrôle qui va être mis en place. On avait beaucoup parlé de pas de censure, mais si, il y aura quand même un peu de censure sur Twitter, visiblement. Donc bref, il est en phase de démarrage, en phase de restructuration, affaire à suivre. La bonne nouvelle pour Twitter aujourd'hui, c'est qu'ils ont... peu importe les résultats, eux ils tiennent parce qu'il y a le rachat qui est en cours, mais autrement c'est vrai que par rapport au reste des réseaux sociaux, ils se seraient fait aussi massacrer probablement, mais enfin pour l'instant on s'en sort relativement bien, à voir les publications qui vont bientôt arriver pour Twitter. Et puis autrement, toujours à propos de monsieur Elon Musk, a signalé quand même que la Russie a donné un petit coup de semonce cette nuit je crois, où finalement ils ont quand même déclaré que tous les satellites commerciaux américains qui s'impliqueraient dans la guerre en Ukraine pourraient devenir des cibles potentielles pour l'armée russe. Ce qui veut dire que tous les satellites qui ne sont pas des satellites militaires, qui s'impliqueraient là-dedans, en gros, Starlink, eh bien ça pourrait faire bobo. Donc déjà que le système il marche pas très bien, mais si en plus ils se font tirer dessus par l'armée russe, ça va devenir très très compliqué pour vendre des paraboles Starlink pour aller faire Internet au milieu de la forêt. Donc globalement, à suivre attentivement. En tout cas, soit il va devoir changer un peu de politique, monsieur Musk, et puis rediriger ses satellites sur le reste du monde, et puis oublier l'Ukraine momentanément, soit ça risque de finir en guerre des étoiles. SP500 qui est beaucoup plus intéressant quand même, sur lequel on a bien un break of structure, une grosse bougie. Ici, on a une bougie d'incertitude. Ensuite, on a une cassure baissière d'hier. Mais somme toute, la cassure baissière, elle est déjà beaucoup moins forte que le Nasdaq. Et on reste quand même proche du socle. On a fait le break of structure du cours. Donc, on est quand même dans une zone qui potentiellement peut être active dans une continuité haussière. À voir si ça va être suffisant. Est-ce que la clôture, notamment hebdomadaire, va être suffisante? Est-ce que la clôture mensuelle qui arrive, n'oublions pas, début de semaine prochaine, qui va être marquée? Ça, je vous en parlerai lundi. Mais on est dans quelque chose qui est quand même très, très, très important de surveiller. Le dollar. Donc, du coup, on voit clairement que c'est un M qui est validé, mais pareil, il faut faire attention, la macroéconomie c'est traître. Pourquoi? Parce que là, on voit clairement un M, d'accord, avec un haut ici plus bas que le précédent et un bas plus bas que le précédent. Donc là, c'est validé. Donc normalement, avec ce M top, on est censé complètement retourner la tendance, en tout cas en daily. Après, en weekly, pour l'instant, c'est un peu de mouche. Voilà, c'est pas très intéressant. On peut continuer en fait dans ces eaux-là pendant X temps avant de repartir à la baisse et reprendre un bull run sur tous les actifs risqués. Ok. Au niveau des indices de volatilité, pour l'instant ça tombe, le VIX et le move, pas trop de volatilité, pas de peur sur le marché, tout va bien. Est-ce qu'on va avoir un SP500 qui va monter, taper cette trendline-là, une belle trendline qui est là depuis le 1er janvier 2022, faire ça et après, bam, finir la tendance baissière, c'est possible. Donc peut-être qu'on peut avoir 1, 2 semaines, 3 semaines de vert comme ça, et puis après la sentence est irrévocable. Et sur le Bitcoin, ça va peut-être faire un petit peu chercher les 25 000, et puis après, bam, peut-être, je sais pas, ça scénario bearish. Après scénario bullish, bah bim, allez, tout le monde to the moon, et c'est tout, basta, voilà.
On va commencer en aujourd'hui comme vu avant-hier. Grosse résistance jaune ici à péter absolument pour repasser bullish sur l'action price. On l'a testé légèrement hier il me semble et après hop petit rejet à la baisse. Pour l'instant la bougie est rouge mais elle n'est pas clôturée puisqu'elle clôture dans 1 jour et 15 heures, d'ici là tout peut se produire. Mais pour l'instant c'est un léger rejet ici sur cette grosse résistance qu'on a vu depuis pas mal de temps. Comme on peut le voir également cet EMA 50 fait office de énorme résistance puisque ici on se fait rejeter par cet EMA 50 plus ou moins. Ici également, et là, une fois plus on la teste avant de se faire rejeter à la baisse. Une fois de plus, le rejet n'est pas confirmé, il faut attendre un ravalement de bougie, pour l'instant c'est pas le cas. Cependant, sur le RSI, il y a quelque chose de très très intéressant qui est en train de se produire. Mercredi, on n'avait pas encore clôturé ici en dehors de cette résistance. Maintenant c'est le cas, on a enfin clôturé en dehors de cette grosse résistance. Donc maintenant cette résistance en d'aujourd'hui va devenir un support, hop, éventuellement rebond pour aller toujours plus haut ici sur le RSI. Également, plus on teste une résistance est gronde, plus ça fait de l'effet quand on la pète. Et là on a testé 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7ème hop en breakout. Cette résistance date de janvier 2021, donc on vient de breakout un énorme truc ici sur le RSI. Et ça, bien sûr, personne ne fait attention. Pourquoi? Parce que les gens dessinent des supports et des résistances sur le prix et des triangles. Mais franchement, ce qui se dessine ici, c'est clairement pas bullish post-breakout. Ça peut s'expliquer aussi de cette façon, c'est-à-dire, enfin, je cherche pas à rationaliser le mouvement, on s'en fout, mais on essaye de comprendre où essaye de se déplacer le marché. Et quand vous regardez par exemple sur le marché option, aujourd'hui sur Bitcoin, il y a une grosse expiration. Et on a un max pain price à 19 500, ça veut dire qu'en gros c'est le prix où il faut clôturer pour avoir un maximum de contrats qui expirent dans le vide. Donc les acheteurs de calls sont rects parce qu'ils ont parié en majorité que le Bitcoin serait au-dessus de 20 000 pour aujourd'hui, on n'y est pas du coup ils sont rects. Et les acheteurs de puts ils ont parié en majorité qu'on serait en dessous des 19 000, ils sont rects aussi. Pour faire simple, il faut savoir que la smart money écrit environ 90% des puts, donc ça veut dire qu'elle les vend ces puts et elle a tout intérêt à ce que le Bitcoin justement il clôture au-dessus de 20 000. Donc pour cette expiration qui est à 10h du matin, donc là qui arriverait pendant le brief en gros, donc c'est ce qui fait qu'on essaierait de garder le Bitcoin peut-être au-dessus de 20 000 $, et juste pour l'expiration, et que ce serait un simple pullback. Par contre, s'il n'y a aucun signe de retournement qui se forme, à ce moment-là, le Bitcoin il continue de plonger, ok. Mais en tout cas ici, ça ferait gagner la smart money d'avoir un Bitcoin justement qui est au-dessus des 20 000, au moins jusqu'à l'expiration. Donc pour l'instant, c'est peut-être ce qu'on essaye de faire. Après, une fois qu'on expire à 10h ces contrats, c'est bon, on passe à autre chose et du coup les contrats ont expiré. Il faudrait voir des signes de retournement. Si ces signes de retournement arrivent ici au niveau du volume, ça pourrait sauver les bulls au niveau justement des 0,382. Dans un début de mouvement haussier, c'est généralement là où on s'arrête pour justement faire ce qu'on appelle un pullback. Par contre, si ici il n'y a pas de signe de force et puis qu'on perd ici aussi ce volume profile, cette zone de volume où techniquement c'était le haut du range, derrière ça ouvre les portes tout simplement à tenter justement d'aller chercher les prochaines zones de liquidité qui vont se trouver ici, et donc ça voudrait dire qu'on revient dans le bas du range. Et j'ai fini pour Bitcoin, mais tout ça pour dire que c'est pas du tout bullish ce qui s'est dessiné ici. Maintenant, les prochains signes de force seront à vérifier. Lui, le S&P 500 du côté de son marché option, et ça j'en parlerai après, a peut-être une volonté cet après-midi d'essayer de faire de la bougie verte. Maintenant, pour faire très simple, tant que le Bitcoin pour moi regagne pas, ça se verra mieux ici. Hop. Mais pour moi, tant que le Bitcoin ne se réinstalle pas au-dessus de ces zones où justement on reverse le marché, ça reste bearish. C'est-à-dire qu'on peut rebondir, très bien, mais si on n'arrive pas à se réinstaller, les vendeurs d'ici vont essayer de repousser. S'ils y arrivent, derrière ça fait ça, et le marché se retourne bien. Par contre, si jamais on y arrive, là vraiment on redevient assez bull. Alors j'aimerais bien aller juste jeter un œil au MACD. Alors je pense que lui il est également extrêmement bullish, comme le Bitcoin. Mais j'aimerais bien voir, lui, si tout simplement on a déjà eu nos signaux de semaine. Et non, voilà. Lui non plus. Donc, encore une fois, maintenant sur l'Ethereum, pour ceux qui veulent l'Ethereum sur le long terme, alors je ne parle pas ceux qui font du dessert, je vous parle ceux qui attendent des confirmations, il faut attendre la validation de la cassure de cette trendline, et également, la confirmation. Je pensais que vu que l'Ethereum est quand même plus pump que le Bitcoin, on avait peut-être eu déjà nos confirmations de semaine, mais non, on ne les a pas encore. On a la confirmation du MACD par contre. Alors attendez, c'est pas clôturé, mais alors je sais pas si c'est cette semaine ou la semaine prochaine, vu que c'est 2 semaines, ça clôture comme ça. Par contre, on a la première validation sur le stock RSI, mais il faudra attendre également la confirmation du MACD. Metalcore qui ouvre son alpha dès aujourd'hui et seulement pour ce week-end, en tout cas pour l'instant. Et Metalcore, c'est un jeu, c'est un FPS multijoueur à grande échelle. Qui ressemble un peu, non, mais dans l'esprit, à un Battlefield. Donc là, c'est un FPS science-fiction et ça se rapproche de Battlefield dans le sens où on aura des
d'immenses maps en fait, sur lesquelles on pourra utiliser des véhicules et sur lesquelles on pourra affronter près de 200 joueurs. Donc ce sera des équipes de 200 contre 200 et chaque équipe sera constituée de plusieurs escouades. Ça rejoint encore ce côté Battlefield. Ça a demandé de la coordination entre les escouades, etc. pour remplir les objectifs. Moi, je pourrais pas y participer puisqu'il faut un NFT pour y participer. Et leurs NFT se vendent en ce moment les moins chers à 0,06 ETH. Donc si jamais il y en a un parmi vous qui a un de leurs NFT et qui est chaud de tester l'alpha pour me dire ce qu'il en pense, eh bien n'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires. Alors, ce zap t'a plu ? Dis-moi en commentaire quelle est l'actu qui t'a le plus intéressé. Et si tu as manqué les actus d'hier, retrouve juste ici le Zap Crypto de la veille.